La paralysie cérébrale, c'est une maladie. C'est une maladie qui touche les neurones de l'enfant. Et c'est très souvent, c'est au moment de l'accouchement. C'est une maladie fœtale, souvent. Et souvent des accouchements qui durent un peu longtemps. Et que l'enfant naît avec une infection qui affecte les membres. Souvent, si l'enfant est tétraplégique, ou bien si l'enfant a aussi des difficultés de respiration, l'enfant peut avoir des difficultés de langage, l'enfant peut avoir des difficultés même sur le plan visuel. Mais très souvent, c'est un problème de mobilité que l'on constate. L'enfant n'a plus la commande de ses membres et souvent, c'est quelqu'un, la plupart du temps, qui est resté couché au lit et durant pratiquement toute sa vie. Au niveau du centre, nous avons un personnel spécialisé. Moi-même, je suis un éducateur spécialisé. Il est vrai que le centre, nous sommes des travailleurs sociaux polyvalents, mais dans le cadre de l'unité de prise en charge des infections motrices cérébrales, nous avons l'accompagnement de kinésithérapeutes qui nous viennent de Senao. Nous avons l'accompagnement des amis de la pouponnière de la Médina, de Médina. Nous avons aussi le communautaire, les parents, mais surtout les professionnels de la santé et les professionnels socio-sanitaires comme moi-même et une autre qui est là au niveau du centre, qui gère l'éducation de ses enfants, tous les mardis et tous les jeudis. Nous avons en même temps des jeux d'enfants. Chaque mardi, pratiquement, nous recevons 5 enfants. Chaque jeudi, nous recevons 5 enfants. Le matin. Le soir, nous recevons l'ensemble des parents pour des séances de groupe de parole, pour des séances d'initiation à l'alimentation, pour des séances d'initiation à la communication avec l'enfant, parce que cet enfant ne communique pas avec la langue. Cet enfant communique avec des signes. Il faut que chaque maman puisse comprendre, percevoir que veut l'enfant par rapport à un signe bien déterminé. Donc, c'est toute cette panoplie d'intervention que nous essayons de mettre sur pied pour que les mamans puissent souffler un tout petit peu. Aujourd'hui, nous avons cette unité de prise en charge, mais demain, nous prévoyons avoir ici un centre de répit. Avec nos partenaires, nous travaillons dans ce cadre, un centre de répit qui prendra en charge l'ensemble de ces enfants au niveau du centre pendant toute la journée, en termes de nourriture, en termes de prise en charge, en termes de soins sanitaires, en termes d'hygiène, pour que la maman, qui ne peut rien faire actuellement, puisse vaquer à ses besoins, puisse aller vendre si elle a besoin de vendre, puisse aller au travail si elle travaille, puisse vraiment avoir des loisirs, parce que ce sont des mamans qui sont restées intactes ici, qui ne vont absolument nulle part, sont obligées de rester sur place pour les soins de l'enfant. Nous recevons, en tout cas pour l'instant, nous avons 37 enfants qui fréquentent le centre. Ces 37 enfants, nous ne les recevons pas tous. Nous en recevons 5 par mardi, 5 par jeudi. Parce que nous ne pouvons pas avoir tous nous n'avons pas encore les possibilités matérielles et humaines pour prendre en charge l'ensemble de ces enfants par jour. Mais nous projetons, comme je vous l'ai dit, d'avoir tous ces enfants ici pendant toute une journée. C'est ça notre objectif. Il est vrai que nous n'avons pas les moyens de le faire. Mais la volonté est là. La volonté est là. Et nous recevons aussi des formations. Des formations continuelles chaque jeudi, des formations à distance avec nos partenaires qui sont en Espagne. Aujourd'hui, moi-même, je suis formé dans la prise en charge éducative de ces enfants. Il y a une autre, un employé aussi du centre qui est aussi formés à prendre en charge ces enfants. Mais je vous dis que quand même, il y a des difficultés que nous avons pour les prendre en charge, mais il est nécessaire aujourd'hui, vu l'ampleur du dégât au niveau des familles, vu l'ampleur des divorces,
au niveau des couples, que l'État puisse faire quelque chose pour appuyer notre centre et appuyer les autres centres. Parce que j'en sais quelque chose, il y a un centre privé qui est au niveau de Pout. Je pense que aussi ces centres-là doivent être, en tout cas, réorganisés, appuyés en matériel, appuyés en personnel médical et socio-médicaux, mais aussi appuyés en termes d'outils. Ça, ce serait important pour vraiment la vie et la survie des mamans et des parents qui ont des enfants atteints de paralysie cérébrale. La prévalence, c'est 2 à 3 enfants pour 1000. Au Sénégal, c'est pratiquement le chiffre que nous avons, mais les statistiques ne sont pas encore très, très formelles parce que c'est une maladie aussi où nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le plan statistique. Mais quand même, l'association qui est au niveau de Senao va travailler dans ce sens pour voir combien d'enfants dans le Sénégal. Parce que ce n'est pas seulement à Dakar. Les enfants sont dans les régions. Moi, j'ai fait Kaffrine pendant presque 17 ans, mais je vous dis que ces enfants, avec mes enfants, étaient toujours à l'hôpital et j'en sais quelque chose. Et aussi dans le Kolda. Partout au Sénégal, vous allez voir que ces enfants-là sont là, mais que les parents les cachent des fois pour ne pas être stigmatisés. Mais quand même, c'est un nombre qui dépasse, en tout cas, l'entendement ordinaire. Les gens ne savent pas parce que ces enfants sont cachés dans les maisons. J'ai vraiment été motivé par ma fille qui est atteinte de paralysie cérébrale, qui est née avec cette paralysie cérébrale. Je fus instituteur, mais j'ai essayé de comprendre le pourquoi, scientifiquement, comment c'est venu. Parce que certainement, les médecins m'en parlaient. Mais j'ai essayé de comprendre pour moi-même. Je suis allé faire un concours à l'ENTSS. Je suis sorti de l'ENTSS comme éducateur spécialisé. C'est comme ça que j'ai fréquenté l'ensemble des médecins, l'ensemble des hôpitaux qui traitent cette maladie, pour venir quand même à ce que j'ai souffert. Je ne voudrais pas que les mamans en souffrent, je ne voudrais pas que les parents en souffrent. Je sais que chaque maman prend soin de son enfant pendant 168 heures par semaine. C'est-à-dire c'est le thème de cette année, de la journée de la paralysie cérébrale, 168 heures. La maman, de 1h du matin jusqu'à 23h59, 23h59 est sous les soins de son enfant. Et c'est très souvent les mamans, parce que c'est quand même, les pères vont m'excuser, mais c'est la tendance. Ce sont seulement les mamans que nous voyons au niveau des centres de traitement. Ce sont seulement les mamans que nous voyons au niveau des centres d'éducation comme ici. C'est les mamans qui viennent. Mais cette maman, est-ce que c'est elle seulement qui a besoin de la santé de son enfant? Il faut se partager les rôles, il faut se partager les tâches pour que la maman puisse être un peu soulagée. Parce qu'aujourd'hui, toute maman qui a un enfant atteint de paralysie cérébrale est isolée. Isolée dans sa famille, isolée par ses amis, parce qu'elle n'a pas le temps de le fréquenter. Isolée même par son époux, parce qu'elle n'a pas le temps de son mari. Donc, c'est vraiment difficile pour chaque maman qui a un enfant atteint de paralysie cérébrale de vivre. Elles sont mortes socialement. Elles doivent relever la tête quand même, parce que l'État, qui a en charge de la santé des individus, garantit en même temps la santé des individus. Là, je cite la loi d'orientation sociale de 2010, qui garantit les soins à toute personne handicapée. Aujourd'hui, quand même, il y a une carence, qu'on se le dise. Ce n'est pas toutes les personnes handicapées qui sont prises en charge sur le plan sanitaire. Et là, c'est une frange très, très vulnérable, parce que c'est un handicap très lourd en termes de soins, très lourd en termes de dépenses économiques. Et les parents qui ont ces enfants sont souvent des parents qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Je vous dis que depuis 2 ans que nous travaillons avec ces enfants, je n'ai remarqué qu'un seul enfant qui est sorti du lot, qui commence, où on voit quand même des résultats. Mais les autres enfants,
qui viennent, bon, il y a une petite amélioration que l'on ressente, surtout sur les moments. Même si l'enfant ne guérit pas, les mamans sont soulagées de se parler entre elles. Les mamans sont soulagées de voir que on s'occupe d'elles. Les mamans sont soulagées de revivre, en tout cas. Et là, c'est une satisfaction pour nous. L'enfant, pris individuellement sur le plan de sa santé, il n'y a pas beaucoup, en tout cas, on ne voit pas beaucoup d'amélioration. Mais sur le plan du vécu quotidien des mamans, sur le plan du vécu quotidien de ses enfants, on ressent qu'elles souffrent, on ressent qu'elles aiment revivre. Et elles ont dépassé ce fardeau qui pèse sur elles. Parce que c'est un fardeau qui pèse sur elles. Parce qu'elles sont maltraitées dans leur domicile, elles sont maltraitées dans leur maison. Hein, parce qu'on dit souvent que c'est elles elles ont la malédiction. Hein, elles ont la poisse. Souvent, c'est comme ça qu'on les traite au niveau des maisons. Même dans le monde entier, certainement, ailleurs, je ne sais pas comment on traite les parents qui sont victimes de ce handicap, mais en tout cas, je sais qu'au niveau africain, la croyance populaire fait que tout enfant qui vient avec un handicap est stigmatisé. C'est-à-dire nous n'avons pas cette culture de les prendre en charge, de les accepter. L'enfant handicapé est une malédiction. L'enfant handicapé doit être ne doit pas vivre dans la maison. On demande très souvent en milieu rural, jusqu'à présent, que cet enfant, qu'on le mette sous une termitière ou bien sous le baobab, hein, pour que dans la nuit, que le djinn, parce qu'on le considère comme l'enfant de djinn, que le djinn puisse venir le reprendre. Mais on sait tous que si vous mettez un enfant au niveau du termitière, même si ce n'est pas les djinns, il y a d'autres animaux qui vont vraiment venir. Et ça, c'est quand même, c'est un crime. Ça, vraiment, c'est un crime. Ça doit être poursuivi parce que c'est des choses que l'on ressent, que l'on voit, en tout cas en milieu rural, que des parents sont obligés de se séparer de leurs enfants à cause d'une pesanteur sociale qui pèse sur elles. Et ils sont obligés de se séparer de leurs enfants. En complicité avec quand même le père aussi.